Bonjour Valérie Parlant. Bonjour. Vous êtes l'une des journalistes d'Ouest France en Outre-mer et vous vous trouvez en ce moment en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, en proie à de violents affrontements depuis le début de la semaine. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu où en est le climat? Est-ce que ça s'est un peu apaisé ces dernières heures? Alors, on pensait en fait la nuit dernière a été beaucoup plus calme. Là, au moment où je vous parle, là, on est vendredi soir, il est voilà 18 heures, et c'est vrai que la nuit dernière a été l'une des plus calmes de ces derniers jours depuis le début des actes de violence et des émeutes. Donc tout semblait beaucoup plus calme, sauf que dans la journée, c'est remonté en puissance parce que là, ça y est, les forces armées, les forces de sécurité commencent à essayer d'investir le terrain et pouvoir dégager notamment des axes routiers et puis de nombreux barrages pour pouvoir permettre une meilleure circulation, notamment pour les responsables de tout le service hospitalier, de tous ces approvisionnements de produits de première nécessité. Et donc là, on commence à ressentir la situation qui se tend. Et comme le disait le haut commissaire Louis Lefranc ce matin à son point quotidien, il y a vraiment des quartiers, notamment dans le nord de la ville et de l'agglomération du Grand Nouméa, qui sont complètement hors contrôle. Moi, j'ai eu pas mal de témoignages de personnes qui me disent qu'elles ne peuvent plus sortir de leur quartier parce que voilà, si elles en sortent, elles sont persuadées qu'elles ne vont pas pouvoir rentrer ou on ne les laisse pas rentrer. Donc la situation a l'air de se tendre quand même Mhm. aujourd'hui, bien que ce matin, c'était un petit peu plus calme. Qui sont les émeutiers qui tiennent ces barrages? C'est compliqué de le savoir parce que voilà, ce sont, alors on le dit hein, depuis le début, ce sont beaucoup de jeunes. On voit des très très jeunes, parfois des ados. Moi, j'ai vu des très jeunes ados qui tiennent ces barrages-là. Donc c'est en grande partie des jeunes et puis voilà aussi des personnes voilà beaucoup plus âgées. C'est un peu compliqué en plus de le savoir parce qu'ils ne parlent pas forcément beaucoup à la presse. C'est aussi des personnes qui ne montrent pas leur visage, qui sont cagoulées avec des lunettes, donc qui masquent beaucoup leur identité. Donc c'est très compliqué de savoir un petit peu quelles sont leurs motivations, en tout cas celles qui étaient de la contestation du texte qui est passé à l'Assemblée nationale sur le dégel du corps électoral semble bien loin en fait. J'ai l'impression qu'on n'en parle plus beaucoup sur ces barrages. Là, il est question de revendications sociales, de revendications effectivement sur un fond politique, mais c'est davantage un ras-le-bol de toute une partie de la population qui se sent oubliée, qui se sent plongée dans des inégalités sociales qui sont immenses sur le territoire. Donc ce serait plutôt ça. Et puis de l'autre côté, il y a les barrages aussi de ceux qu'on appelle aujourd'hui les voisins vigilants ou milices, les deux termes qui sont employés, qui là sont des habitants des différents quartiers qui s'organisent en fait pour défendre leur quartier, éviter justement que les émeutiers n'arrivent jusqu'à eux et qui, à l'instar des autres en face d'eux, montent des barrages de fortune avec des matelas, avec des planches de bois, parfois aussi avec des outils dangereux comme des bonbonnes de gaz. Donc voilà, c'est des amas de barrages avec des branchages. On voit des arbres qui ont été coupés pour entraver la route. Et donc tous ces barrages, qu'ils soient du côté des émeutiers ou du côté des voisins vigilants, forment une constellation de barrages informels et qu'il est de plus en plus difficile de Mhm. franchir. Les premiers jours, ils étaient simplement mis en place notamment la nuit, notamment pour les voisins vigilants. Et là, de plus en plus, on voit des barrages des voisins qui, pour protéger leur quartier, occupent ces barrages tout au long de la journée. On nous a dit qu'il y avait des armureries qui avaient été pillées, qu'il y avait à peu près 200 armes qui circulaient. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez à la fois ces miliciens et ces émeutiers armés avec des armes à feu? Oui, alors il faut savoir, mais je crois qu'aujourd'hui, justement, deux policiers ou deux gendarmes, je crois, ont été justement dans une agression parce qu'ils essayaient d'endiguer une armurerie qui tentait d'être... il y avait une infraction dans une armurerie. Il faut savoir que les armes circulent beaucoup en Nouvelle-Calédonie, hein. C'est un pays de chasseurs, d'amateurs du sport de tir. Et donc, on dit aujourd'hui qu'il y a 62 000 armes en Nouvelle-Calédonie dont le port est légal. Et les autorités estiment qu'il y en a minimum le double, voire le triple, qui circulent de manière illégale. Donc aujourd'hui, avoir une arme dans les foyers de Nouvelle-Calédonie n'est pas une chose rare. Et évidemment, ces armes, elles sortent aussi sur les barrages et elles sont utilisées comme menace. Et dans des quartiers, ça tire aujourd'hui à balles réelles, Mhm. bien On sûr. le disait tout à Oui. l'heure, donc vous êtes à Nouméa, et alors paradoxalement, il y a deux Nouméa. Il y a un Nouméa sud où les gens vont à la plage, vont au restaurant, et le Nouméa nord où effectivement c'est très tendu. Est-ce que vous confirmez cette situation?
Ouais, c'est des situations assez étonnantes. Alors, quand on reçoit, voilà, notamment des personnes qui sont installées ici, me disent souvent, voilà, on est, c'est très compliqué de raconter le quotidien, notamment de Nouméa et du Grand Nouméa, parce que les images que vous pouvez peut-être en voir dans l'Hexagone montrent, voilà, ces images d'incendie, de confrontation, de grandes violences. Mais il y a des espèces de îlots hors du temps, et notamment c'est le cas plutôt du sud de la ville, ou pas plus tard que ce matin, nous, pour pouvoir voilà, trouver de quoi prendre un petit déjeuner, parce que voilà, les magasins sont soit pillés, soit fermés, soit incendiés, donc il est très difficile, on en reparlera sans doute plus tard, de trouver de quoi s'alimenter. Et là, on est tombé ce qu'ils appellent la BD ici, c'est-à-dire la baie des citrons, où quelques commerces, quelques restaurants et bars continuent d'ouvrir, en tout cas le matin, dans la période évidemment impartie par le couvre-feu, à savoir 6 heures du matin, 18 heures. Et là, des gens viennent voilà, manger, des gens courent sur le bord de la plage, des gens se baignent. C'est assez, ouais, c'est hors du temps, et c'est très étonnant de vivre ça, parce que vous allez faire 2-3 kilomètres, vous êtes dans une situation de violence, de tension, et puis vous arrivez après dans un quartier où vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, et qu'en fait les images que l'on peut voir ou les récits que l'on peut entendre sont de l'ordre de la fiction et de l'irréalité, alors que c'est vraiment la réalité. J'ai eu le témoignage tout à l'heure d'une infirmière qui me dit, mais on a l'impression d'être dans un film de guerre dans certains territoires. C'est complètement incompréhensible, cette cacophonie visuelle en fait et émotionnelle dans les différents quartiers Mhm. de Nouméa. Ouais, vous dites donc Et dans des les habitants font différents quartiers du... de l'île aussi, parce que en dehors du Grand Nouméa, pour le moment, le reste de l'île est plutôt calme. Les manifestations sont plutôt encore très pacifiques. Ça se passe plutôt bien. La confrontation des deux camps est plutôt encore pas très apaisée, mais plutôt calme. Donc ça se concentre vraiment sur Nouméa Ouais, actuellement. c'est un paradoxe. Vous dites effectivement qu'il y a des habitants qui font du footing sur la plage et d'autres qui se terrent chez eux de peur d'être agressés en sortant. Ouais, tout à fait. Et puis là, il commence à se passer des choses voilà, qui inquiètent beaucoup, évidemment, parce que je me suis entretenue ce matin avec une personne qui habite dans un quartier qui s'appelle les Rivières-Salées, qui est un quartier particulièrement touché par la violence des événements, et qui se sentait encore protégée. Elle vit seule avec son petit garçon, elle se sentait protégée par les voisins vigilants, etc. Et au moment où elle était en témoignage avec moi, on était au téléphone, puisque je ne pouvais pas accéder à ce quartier. Elle me dit: «Excusez-moi, je dois raccrocher très, très vite», et elle me rappelle ensuite, elle me dit: «Bah, voilà, des voisins m'ont dit: "Écoutez, maintenant, on n'est plus sûr, en fait, de vous assurer votre protection la nuit, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir le barrage face aux agressions qui risquent peut-être de se passer dans la nuit prochaine. Donc on vous encourage, tant que vous pouvez partir, à essayer de trouver refuge chez de la famille, chez des voisins qui habitent dans les quartiers beaucoup plus calmes de Nouméa». Donc oui, aujourd'hui, on en est là, des gens qui aussi ne peuvent pas se déplacer, notamment tout ce qui est autour des personnes âgées qui sont démunies, qui n'ont pas de moyens de locomotion, dont les familles ne peuvent pas les visiter et qui ne peuvent pas partir de chez elles. Donc ça crée des situations évidemment d'angoisse extrêmement, Mhm. extrêmement fortes. Parlons de la vie quotidienne. Vous le disiez, effectivement, beaucoup de magasins brûlés, beaucoup de magasins pillés. Et donc, on voit des longues files d'attente devant le long des rares commerces ouverts encore. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à se nourrir à Nouméa? C'est compliqué. C'est compliqué parce que bah, déjà dès les premiers jours, les différentes stations-service, les différentes grands et petits magasins ont été dévalisés, évidemment. Donc bah, là, c'est des files d'attente. Les gens, dès le lever du couvre-feu, en fait, se pressent et à la base des réseaux sociaux se donnent les adresses, les rares adresses qui continuent à ouvrir. Et quand elles ouvrent, c'est des queues qui parfois durent 2-3 heures, donc qui sont extrêmement longues. Et puis quand vous arrivez, bah, parfois devant l'épicier, il vous dit: «Bah non, là, il y a plus rien». Donc oui, beaucoup de familles témoignent qu'il leur manque, bah, voilà, des produits de première nécessité. On pense notamment aussi aux mamans qui ont des enfants en bas âge, elles ne trouvent plus de lait, pour leurs enfants, elles ne trouvent plus, c'est très, très compliqué. Et l'autre inquiétude, qui est vraiment très, très forte, c'est que, les responsables, en fait, d'enseignes alimentaires se disent on dit aujourd'hui qu'il y a effectivement, je crois que c'est le haut commissaire qui le disait aujourd'hui, qu'il
il y a un stock de 2 mois de denrées alimentaires qui est disponible sur le territoire, puisque pour le moment, rien ne sort et rien ne rentre, puisqu'il n'y a plus de circulation aérienne, il n'y a plus non plus encore de trafic maritime. Donc il y a des containers qui sont prêts avec des denrées alimentaires, mais ils n'ont pas pu encore être acheminés dans les différentes épiceries et grandes surfaces alimentaires. Et donc, un responsable de magasin me disait hier, mais comment ça va se passer? Parce que quand on va avoir donné l'info que nos rayons sont à nouveau un peu plus achalandés, qui va faire la police pour éviter que les gens se ruent sur les différentes vivres qui vont être réapprovisionnés? Et beaucoup ont très peur en disant, mais finalement, est-ce que je vais pouvoir rouvrir même si j'ai de la marchandise? Parce que j'ai peur que ça tourne. Pour l'instant, c'est plutôt les gens se respectent beaucoup, sont très patients, font la queue parce que tout le monde est sur le même bateau, tout le monde est dans la même galère, sauf que les gens sont épuisés, sont énervés, et peut-être que demain, il y aura aussi des émeutes pour pouvoir récupérer une boîte de riz, un sachet de pâtes et voilà tout ce qu'il faut pour vivre au quotidien. Racontez-nous aussi la situation sanitaire. Dernièrement, le haut commissaire était assez alarmant en disant, voilà, il y a des personnes qui vont sans doute mourir faute de traitement. Est-ce que vous le constatez aussi? Il y a des files d'attente devant les pharmacies? Oui, complètement. Il y a une vraie détresse médicale. Alors, toutes les pharmacies, en plus, ne sont pas ouvertes. Donc, là encore, il y a des pharmacies qui, tous les jours, donc les médias locaux, les réseaux Facebook, les réseaux sociaux, diffusent la liste quotidienne, en fait, des pharmacies qui sont ouvertes. Sauf qu'elles ne le sont pas toutes. Et il y a certains quartiers étant inaccessibles, c'est compliqué. Il manque évidemment beaucoup de médicaments. Donc, il y a une pharmacie hier qui a lancé un appel à l'aide en disant, vous avez tous chez vous des médicaments, pardon, qui sont pas entamés. Ramenez-nous ces boîtes-là parce qu'éventuellement elles pourraient nous servir. Et puis, il y a la situation très difficile des personnes dialysées qui n'arrivent plus à avoir leur traitement. Et c'est en pensant notamment à ces malades que l'on dit aujourd'hui que potentiellement, d'ici quelques jours, si leurs soins ne sont pas assurés, elles peuvent mourir. On pense aussi à tous les soins en oncologie qui qui sont très très compliqués, toutes les opérations qui ont été déprogrammées, et le centre du Medipôle, donc le grand centre médical de Nouméa, est très très difficile d'accès. Les personnels soignants sont épuisés. Une infirmière me disait dans l'après-midi qu'ils en sont à 120 heures de garde sans pouvoir avoir de relève, puisqu'on arrive très difficilement, la relève arrive très difficilement à passer certains barrages. Donc les personnels soignants sont évidemment épuisés. Et c'est très compliqué parce que les patients qui étaient hospitalisés au moment où les émeutes ont commencé ne peuvent plus voir leur famille. Donc cette infirmière me disait, mais c'est un travail dantesque parce que nous à la fois on tient par les nerfs, en même temps on doit continuer à soigner. Elle me disait que dans son service il y avait une personne pour 25 patients, donc elle ne peut pas faire tous les soins de manière correcte. Et puis en même temps il faut rassurer ses patients, il faut se rassurer entre soignants. Donc tout ça crée des situations qui sont vraiment très compliquées. Une autre infirmière à domicile me racontait aussi que le problème, c'est le carburant, puisque les stations essence sont fermées. Donc là, les réservoirs arrivent à vide. Et donc, elle me disait tout à l'heure que elle ne peut plus véhiculer et aller voir ses patients à domicile, notamment des patients soit en fin de vie ou des patients à domicile. C'est un voisin qui lui a prêté sa voiture, qui lui a dit, puisque tu peux plus partir avec ta voiture, prends la mienne. Et c'est un voisin qui lui a donné sa voiture pour qu'elle puisse, parce que l'essence n'a pas été réquisitionnée pour l'instant pour les personnels de santé et les situations d'urgence. Sentez-vous les autorités locales au point vis-à-vis de cette situation? Est-ce ils ont l'affaire entre les mains ou c'est très compliqué pour elles également? C'est évidemment très compliqué parce qu'il faut être sur plusieurs fronts, donc il faut avoir le côté sécuritaire. Donc là, effectivement, on voit que les choses se mettent en place avec des arrivées. Il y a notamment des gendarmes, des personnels du GIGN, des escadrons mobiles, des renforts en zone police qui sont arrivés. Il y en a d'autres qui ne devraient pas tarder, je crois, dans la nuit et qui partent de l'Hexagone d'ici quelques heures. Donc, il faut déjà organiser la sécurité. Après, il faut organiser aussi en poupée russe toutes les autres formes de sécurité, sanitaire, sociale aussi. Il y a un vrai problème social. J'ai échangé avec une personne qui s'occupe d'une ONG consacrée aux violences familiales et intrafamiliales.
Et elle me disait là déjà, ben voilà, les femmes, elles vont payer cher dans cette situation parce qu'aujourd'hui, les situations de violence familiale, ben, on ne peut pas sortir au commissariat pour aller porter plainte. Il y a un état d'énervement dans certains foyers qui est très, très, très élevé par la fatigue, par la colère. Donc toute l'organisation en poupée russe de toutes ces strates alimentaires, sanitaires, sécuritaires crée évidemment une complexité d'organisation des forces de l'État et du gouvernement, puisqu'encore une fois, il y a aussi le gouvernement calédonien qui co-organise toute cette structuration de l'aide sur place. Le président des Alors commerçants a après, annoncé... Pardon, allez-y. pardon. Ce qui est important aussi, enfin, en tout cas, ce que nous pouvons ressentir ici, c'est que la population est aussi en colère parce qu'elle ne comprend pas. Alors certes, elle mesure que c'est très compliqué d'organiser puisque ça a vrillé en quelques jours seulement. En 3-4 jours, la situation est devenue complètement explosive. Mais beaucoup se disent, mais pourquoi en fait? Pourquoi il n'y a pas eu plus d'anticipation sur le déploiement des forces, puisque on savait quelle était la date de l'examen du texte de loi à l'Assemblée nationale? Et beaucoup se disent, mais pourquoi tous ces renforts ne sont pas arrivés avant? Pourquoi on n'a pas eu des renforts supplémentaires en termes de sécurité, en termes d'assistance aux personnes, pour gérer le social, le sanitaire, au-delà du sécuritaire? Donc il y a vraiment une incompréhension où les gens se disent, mais pourquoi on a attendu au dernier moment? Il fallait vraiment qu'il y ait ces scènes d'émeutes, ces tirs de balles, ces premières victimes pour que le déploiement soit fait. Donc ouais, il y a eu beaucoup d'incompréhension sur le timing en fait du déploiement de l'aide à la population. Le président des commerçants annonce, je crois, 200 millions d'euros de dégâts déjà. Est-ce que pour vous, un retour à la normale est possible rapidement? Alors là, je serais incapable de le dire. Je pense que tout le monde vit en fait au jour le jour, voire de demi-journée en demi-journée. On ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain et les heures qui viennent. C'est impossible à dire. Après, on voit bien que politiquement, c'est très compliqué puisque les différentes parties ont du mal à se parler. Il y a une avalanche de communiqués qui, là aussi, est très compliquée à suivre pour la population, pour nous observateurs, c'est-à-dire que ce soit du côté des indépendantistes, que ce soit du côté des non-indépendantistes. Voilà, en plus, on sait qu'il y a plusieurs partis, qu'il y a plusieurs tendances, donc les uns et les autres communiquent, donc on ne sait plus en fait quelle est la parole qui prime de l'une sur l'autre, les appels au calme, au contraire le maintien à la mobilisation et parfois le cautionnement de la violence par certains. Donc c'est très très compliqué. Et puis les politiques voient bien aussi que voilà, la proposition d'Emmanuel Macron d'avoir une visioconférence hier n'a pas abouti. Et donc la population se dit, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer puisque personne ne se parle? Entre eux, personne n'arrive à se parler ici sur le territoire. Et avec Paris, on n'arrive pas à parler non plus. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer si c'est le silence, l'incompréhension? Ça, c'est très, très compliqué à vivre pour la population, cette attente en fait de discours communs et cette attente d'apaisement qui là peut venir de manière effectivement disparate, mais un discours global, cohérent, où tout le monde se met autour de la table, ça n'a pas l'air d'être pour demain et évidemment ça crée beaucoup d'inquiétudes. Pour l'instant, les affrontements se concentrent sur le Grand Nouméa, mais il y a quand même une crainte que ça s'étende sur le nord de l'île, notamment dans la Brousse. Oui, tout à fait. Un personnel de sécurité me dit, attention, si la brousse descend, là, ça va devenir vraiment ingérable. Donc voilà, après, comme je vous le disais, de ce que je peux en voir, donc moi, je ne peux pas beaucoup sortir de Nouméa, puisque c'est très, très compliqué de se véhiculer en toute sécurité. Pour le moment, ailleurs, les choses ont l'air d'être plus ou moins maîtrisées et encore apaisées. Comme je vous disais, on voit des images, notamment nos confrères de Nouvelle-Calédonie, la première, qui arrivent à avoir des reportages sur les différentes villes de Grande Terre, nous montrent des images où c'est encore apaisé, où les gens se parlent, où la violence n'est pas du tout au point où elle est arrivée dans la capitale calédonienne. Très bien, merci beaucoup de ce témoignage, Valérie Parlant, et puis plein de bonnes choses, beaucoup de courage, et faites attention à vous. Merci. Merci beaucoup.